Vous ne valez pas l'argent de l'essence. Soit tu meurs rapidement, soit tu te rétablis vite. Nous avons nos propres vies à vivre. C'est ce que ma mère m'a dit alors que j'étais à l'hôpital, me remettant d'avoir sauvé mon neveu de 10 ans d'un accident de voiture. Mes parents ne m'ont jamais rendu visite, pas même une seule fois. À eu téléphone, mon neveu m'a dit « Je ne me sens pas seul sans toi ». J'ai regardé le téléphone en état de choc avant de mettre fin à l'appel en silence. Je m'appelle Lindsay et j'ai 34 ans. Pendant des années, j'ai soutenu financièrement ma mère, Hilary, et mon père, Douglas. Ils élèvent mon neveu de 10 ans, Kevin, avec ma sœur cadette, qui est revenue vivre ici après son divorce. Lorsque j'ai commencé à les aider, Kevin n'avait que 4 ans. Je lui ai construit une cabane, je lui ai appris à nager et j'ai été une tante dévouée à tous points de vue. Ma relation avec mes parents n'était pas idéale. Mais je pensais que nous nous en sortions bien. Nous avions des habitudes. Nous avions des traditions. Nous avions un rythme enchevêtré mais familier. Tout cela a changé il y a 45 jours. Kevin et moi traversions la rue lorsqu'une voiture a grillé un feu rouge. Je l'ai poussé hors du chemin. Je n'ai pas eu le temps de me sauver. Ma jambe était brisée. 3 côtes étaient cassées. Les médecins m'ont dit plus tard que j'avais de la chance d'être en vie. 4 semaines se sont écoulées à l'hôpital. Mes parents ne me rendaient toujours pas visite. Mon mari Ryan venait presque tous les jours, apportant des plats faits maison et des nouvelles de la maison. Un après-midi, juste avant de partir, il s'est arrêté et m'a demandé si je voulais parler à mes parents. De quoi ? Ai-je demandé. Son visage disait tout. De ce que leur fille est à l'hôpital depuis 28 jours et qu'ils ne sont pas venus une seule fois. A fini par dire Ryan. Quelque chose en moi a craqué. Je lui ai demandé de vérifier le compte commun que je partageais avec mes parents. Appelez cela de l'intuition ou peut-être simplement une prise de conscience qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Il s'est avéré que Ryan avait déjà commencé à s'intéresser à nos finances pendant que j'étais hospitalisée. Il a essayé de payer quelques factures et s'est connecté au compte. C'est alors qu'il a remarqué un étrange schéma de transaction. Lindsay, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, a-t-il dit doucement dans ma chambre d'hôpital un jour. Il y a eu des retraits importants sur le compte que tu partages avec tes parents. Elle a sorti son téléphone et m'a montré plusieurs transactions suspectes. Les retraits avaient commencé quelques jours après mon hospitalisation. J'ai pensé que c'était peut-être pour une urgence ou quelque chose comme ça, a-t-il lâché. 2 jours plus tard. Il m'a apporté mon ordinateur portable et m'a aidé à consulter moi-même les relevés. Il s'est penché vers moi, les yeux plissés. Lindsay, il n'a pas terminé sa phrase. L'écran affichait une liste détaillée des transactions effectuées depuis mon hospitalisation. Mes parents avaient effectué des retraits hebdomadaires, parfois plus. Dîner dans des restaurants de luxe. Des virées shopping. Était le plus exaspérant de tout, un week-end de villégiature, réservé alors que j'étais encore dans un état critique. Ma tension artérielle est montée si haut que les moniteurs se sont éteints et qu'une infirmière s'est précipitée à l'intérieur. Plus de 6 000 $ s'étaient envolés au cours du mois précédent. Il s'agissait principalement de retraits aux distributeurs, de virements vers des comptes inconnus et de frais facturés par une agence de voyage. Cela fait des années qu'ils disent qu'ils sont fauchés, dit Ryan en serrant les dents. Même si vous leur envoyez de l'argent tous les mois. Ce soir-là, j'ai passé le coup de fil qui a tout changé. Ma mère a répondu au téléphone, ce qu'elle faisait rarement. Je n'ai pas parlé de l'argent. J'ai simplement demandé quand elle prévoyait de venir me voir. L'hôpital est à l'autre bout de la ville, a-t-elle répondu. Je pouvais entendre un bruit de mastication en arrière-plan. C'était l'heure du dîner. L'essence est très chère en ce moment. Et puis, il y a d'autres choses. D'autres choses ? Je répète. Je suis à l'hôpital, je me bats pour ma vie et tu ne m'as pas rendu visite une seule fois. Oh, ne sois pas dramatique, soupire-t-elle. Tu ne vaux pas l'argent de l'essence. Soit tu meurs rapidement, soit tu te rétablis vite. Nous avons nos propres vies à vivre. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. La douleur d'entendre votre propre mère vous dire de vous dépêcher et de mourir. Toutes les années d'amour et de soutien que j'avais consacrées à eux ont été anéanties par cette phrase brutale. Puis Kevin a pris le téléphone. Il avait apparemment écouté pendant tout ce temps. Je ne me sens pas seul sans toi, a-t-il dit d'une petite voix tremblante, comme s'il avait répété la phrase.
J'ai raccroché sans un mot de plus. Je n'ai pas pu parler. Je suis resté allongé, fixant le plafond, sentant ma poitrine brûler de trahison. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un brouillard de physiothérapie, de consultations médicales et de planification silencieuse. Et pendant ce temps, j'ai vérifié mon compte en banque tous les jours. Plus de retraits. Plus de dépenses mystérieuses. Des billets pour Disney World sont apparus. À eu 45e jour de mon hospitalisation. J'ai finalement signé mes papiers de sortie. Ryan est venu me chercher dans son 4x4, en rabattant le siège arrière pour que je puisse garder ma jambe surélevée. Alors que nous nous éloignons de l'hôpital, il m'a posé la question que je savais venir. Tu es sûr de ne pas vouloir dire à tes parents que tu vas sortir de l'hôpital? J'ai pensé à l'argent volé. Au voyage à Disney. Et aux années pendant lesquelles j'ai soutenu des personnes qui ne pouvaient même pas consacrer 1 heure à rendre visite à leur fille qui luttait pour sa vie. J'ai un plan à mettre en œuvre, ai-je dit. Ryan m'a jeté un coup d'œil, puis s'est concentré à nouveau sur la route. J'ai senti le coin de ma bouche se soulever. Je vais leur donner exactement ce qu'ils méritent, rien de plus, rien de moins. Après l'hôpital, l'appartement me semblait à la fois trop grand et étouffant. Il n'y avait pas d'infirmière qui vérifiait les constantes toutes les heures. Pas de machine qui ronronne. Juste moi. Mes pensées qui s'emballent et une jambe qui palpite à chaque battement de cœur. Le lendemain matin, Ryan a préparé des sandwichs pour le petit déjeuner et du café frais. Alors que je le regardais parcourir son téléphone, son expression a soudain changé. Je ne suis pas sûr de devoir te montrer ça, dit-il en hésitant. Sans un mot, je lui ai pris le téléphone. C'était la page Instagram de ma mère. Le post le plus récent, datant d'accent grave peine 2 jours, les montrait à Disney Resort, tout sourire avec des personnages costumés. Ma sœur se tenait à côté d'eux, affichant un large sourire derrière ses lunettes de soleil. La légende disait, voyage en famille, moment de bonheur, week-end de luxe. Un autre post les montrait dans un restaurant gastronomique. Un autre encore montrait un clip boomerang de Kevin sur un manège. L'un d'eux portait la légende suivante, repos bien mérité après toutes ces épreuves. Pendant que je me battais pour remarcher. Il prenait des vacances financées par mon compte en banque. Mais au lieu d'envoyer un message de colère, j'ai ouvert l'application Notes et j'ai commencé à rédiger une liste de stratégies. Consulter un avocat. Inventorier tous les biens. Retrouver les fonds manquants. Ouvrir un nouveau compte bancaire. Récupérer la propriété de ma maison. Comme je ne pouvais pas encore conduire, Ryan m'a aidé à trouver un avocat qui pouvait venir chez nous. Courtney, l'avocate, est arrivée le lendemain, vêtue d'un blazer décontracté et portant un portefeuille en cuir. Sa première question était simple. Voulez-vous récupérer la propriété ou envisagez-vous de la vendre? Honnêtement, je n'avais pas réfléchi aussi longtemps à l'avance. Mais la réponse est venue sans hésitation. Je la reprends, ai-je dit. Je la reprends quoi qu'il arrive. Nous avons passé 3 heures à tout passer en revue. La maison dont j'étais légalement propriétaire et dans laquelle j'avais laissé mes parents vivre sans loyer. Les documents financiers montrant que j'avais payé l'hypothèque. Le compte joint que j'avais ouvert pour les aider. Courtney a secoué la tête plus d'une fois en signe d'incrédulité, documentant tout cela sur sa tablette. Ils ne sont jamais venus me voir, demande-t-elle en levant les yeux de ses notes. Pas une seule fois en 45 jours, elle avait l'air vraiment stupéfaite. Et ils ont voyagé pendant que vous étiez encore à l'hôpital. Je lui ai montré les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit et les captures d'écran que Ryan avait faites de leurs entrées dans les restaurants sur les réseaux sociaux. Voilà où nous en sommes, explique finalement Courtney. En tant que propriétaire légal de la maison, vous avez le droit d'en réclamer la possession. Mais il y a un hic. Nous avons besoin de preuves claires et documentées avant qu'il ne commence à essayer de dissimuler des actifs. Une semaine plus tard, Courtney revient avec des documents officiels. C'est un avis d'expulsion. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux, dit-elle. Comme prévu, la réaction de mes parents a été combative. Mon père a envoyé un courriel. Arrêtez ces bêtises. Nous n'avons rien fait de mal. Nous ne sommes pas venus parce que nous n'en avions pas les moyens, vous le savez. Soyez raisonnable et appelez-nous. Le message de ma mère était plus hostile. Quel est le but de tout cela? Tu vas vraiment tourner le dos à ta famille? Honte à vous. Malgré leurs paroles, ils n'ont rien fait. Ils ont ignoré l'avis,
attendant manifestement que je fasse marche arrière. D'autres messages de mes parents ont suivi. C'est notre maison. Nous ne partirons pas. Tu ne peux pas nous faire peur. Tu es encore en convalescence. Qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Puis Ryan m'a apporté des nouvelles encore plus choquantes. Il avait surveillé leurs comptes de médias sociaux. Il prépare un autre voyage, m'a-t-il dit en me montrant l'écran. Dans un message privé, ma sœur avait tagué un ami et écrit « Je vais aux Bahamas avec mes parents le mois prochain. Kevin vient aussi. Lindsay est toujours à l'hôpital, elle n'en sait rien. » Ryan et moi avons échangé un regard. C'est notre chance, ai-je dit. C'est ainsi qu'a commencé ce que nous avons appelé l'opération maison vide. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond en imaginant toutes les éventualités possibles. Mes parents pensaient toujours que j'étais à l'hôpital. Ils ne savaient pas que j'avais découvert la vérité. Cela me donnait un avantage tactique que je n'allais pas gâcher. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un SMS à mes parents et à ma sœur pour leur dire que mes médecins prolongeaient mon séjour et que la réception était mauvaise. Mais que j'appellerais dès que je le pourrais. Ma mère m'a répondu par un simple emoji de pouce levé. Pas un mot d'inquiétude, juste un constat. Il continuait comme si l'avis d'expulsion n'avait jamais existé. Un mois s'est écoulé. Rien n'a changé. Ils semblaient béatement excités à l'idée de leur prochain voyage. Ryan a suivi leur itinéraire sur les réseaux sociaux. Leur départ était prévu le vendredi matin et leur retour le dimanche soir. Cela nous donnait 2 jours complets. Tout Courtney. J'ai pris ma décision. Il faut que ce soit fait dans les règles, ai-je dit. Courtney a tout coordonné avec le shérif local. Il s'agit d'une récupération légale de la propriété et d'une exécution de l'expulsion, a-t-elle expliqué. Tant que vous êtes le propriétaire légal, vous êtes dans votre droit. Samedi matin, nous avons déménagé. Le shérif est arrivé avec des documents officiels. Une entreprise de déménagement professionnel a suivi mes instructions à la lettre. Chaque meuble, chaque appareil électroménager, chaque objet personnel enregistré à mon nom a été enlevé et transféré dans mon nouvel appartement ou dans un garde-meuble.et. Puis dimanche soir, la famille est restée figée, comme si elle avait vu un fantôme. Revenus de leur vol de retour des Bahamas, ils ont ouvert la porte et n'ont rien trouvé à l'intérieur. J'avais caché quelques petites caméras de sécurité dans la maison. Des caméras à l'intérieur du détecteur de fumée dans l'entrée, sur l'étagère du salon, à l'intérieur de l'horloge de la cuisine. Ryan et moi avons regardé les images en direct depuis notre tablette sur le canapé. Douglas est entré en premier. Il était souriant, bronzé et traînait une grosse valise derrière lui. Dès qu'il est entré, son visage s'est figé. La valise s'est écrasée sur le sol. Et elle est restée là, stupéfait, parfaitement filmée par la caméra. Hilary, dit-il, la voix tremblante. Hilary. Viens ici tout de suite. Ma mère est entrée à son tour. Elle a d'abord cru à une blague. Douglas, qu'est-ce que c'est, dit-elle avec un rire nerveux. Mais ce rire s'est rapidement transformé en panique. Où sont nos affaires? Les meubles? La télé? Ma sœur et Kevin ont suivi. Kevin s'accroche à son bras, confus. Ma sœur est restée bouche bée, tournant lentement sur elle-même pour voir le salon vide. Douglas, le visage rouge de fureur, a commencé à traverser la maison en trombe. Nous avons été cambriolés. Quelqu'un est entré par effraction. Il donna un violent coup de poing dans un mur. L'appareil photo a tremblé sous l'impact. Hilary sort son téléphone et commence à composer le 911. Quelqu'un s'est introduit dans notre maison et à tout prix, dit-elle, la voix fêlée. Oui, tout. Les meubles, les vêtements, les appareils électroniques ont disparu. Ma sœur s'est appuyée contre le chambranle de la porte, incrédule pendant tout ce temps. Puis elle a fini par marmonner. Suffisamment clairement pour que le microphone puisse la capter, c'était Lindsay. Je savais que quelque chose n'allait pas, cet avis d'expulsion, c'est pour me venger de ne pas lui avoir rendu visite. Leur réaction l'expression de Douglas, filmée par la caméra, est indescriptible. Colère, choc, mais surtout reconnaissance. Pendant des années, ils avaient profité de ma bonne volonté, traité ma générosité comme un droit. Maintenant, tout ce qu'ils avaient pris pour acquis avait disparu. Elle a fait de nous des sans-abri. Hilary a crié à l'officier. Notre fille,
Quel genre de personne fait ça à sa propre famille? Le policier a répondu calmement. La maison est à son nom. Tous vos biens ont été mis en sécurité. Veuillez contacter son avocat pour plus de détails. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ceci. Pas une seule fois l'un d'entre eux n'a dit « Nous sommes désolés pour ce que nous avons fait à l'INSEE ». Toutes les plaintes, tous les débordements ne concernaient qu'eux-mêmes. Ce qu'ils avaient perdu. De ce qu'ils avaient perdu, des inconvénients qu'ils avaient subis. Leur égoïsme était enfin exposé au grand jour. Après avoir regardé les images, Ryan m'a pris la main. « Tu vas bien ?» me demande-t-il doucement. J'ai pris une grande inspiration. Je vais bien. C'était nécessaire. Cette nuit-là, j'ai reçu des dizaines d'appels et de messages furieux de mes parents et de ma sœur. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je leur ai envoyé une déclaration officielle rédigée par Courtney. Elle décrivait les prochaines étapes en termes strictement juridiques. Ils devaient enfin faire face aux conséquences de leur choix. Et moi, après des années d'abus émotionnels et d'exploitation financière, j'étais enfin libre. Le lendemain, je me suis rendu au tribunal et j'ai demandé une ordonnance restrictive. 2 semaines après l'obtention de l'ordonnance, Courtney m'a appelé. L'INSEE. Ta famille demande une médiation juridique, dit-elle prudemment. Ils veulent s'asseoir et parler. J'ai inspiré lentement. C'est à vous de décider si vous voulez assister à la médiation ou non, a dit Courtney. Vous n'avez aucune obligation. Après en avoir discuté avec Ryan, j'ai accepté une dernière rencontre. J'ai posé des conditions très précises. Elle se tiendrait au bureau de Courtney, un endroit neutre et sûr. Et Ryan devait être présent tout le temps. Le jour de la réunion, nous sommes arrivés tôt. Courtney a préparé du café et a essayé de me rassurer. N'oublie pas, dit-elle en me tenant la main. Tu n'as rien fait de mal. Tout ce que tu as fait est légal et justifié. Alors que je m'asseyais, j'ai entendu la lourde porte s'ouvrir derrière moi. Ils étaient arrivés. Douglas n'avait plus son air d'autorité habituel. Ses épaules se sont affaissées et ses yeux sont cernés. Hilary ne portait pas de vêtements de marque, mais un simple chemisier et un jean. Ma sœur avait les yeux gonflés et n'arrêtait pas de frotter nerveusement un petit médaillon avec la photo de Kevin à l'intérieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Courtney d'un ton ferme. Ils m'ont tous regardé en prenant leur chaise. L'air de la pièce était chargé de tension. Avant de commencer, poursuit Courtney, il s'agit d'une séance de médiation. Toute menace ou insulte mettra immédiatement fin à la réunion. Douglas prit la parole en premier. L'INSEE, pourquoi? Sa voix se fendit d'un mélange de colère et de confusion. Pourquoi as-tu fait ça à ta propre famille? J'ai expiré lentement. Pourquoi? Ma voix tremblait, mais je l'ai maintenue. Quand je luttais pour ma vie à l'hôpital, tu n'es pas venu. Pas une seule fois. Au lieu de cela, tu as pris mon argent et tu es parti en vacances. Ce n'est pas bien. Hilary a craqué. On a juste quoi? Je l'ai interrompu. J'ai parcouru tous les relevés bancaires. Pendant que j'étais inconsciente, vous avez retiré plus de $6 000 de mon compte. Tu es allé dans des restaurants chics, tu as réservé une station balnéaire. Tout ce que je t'ai fourni, tu l'as traité comme si cela t'était dû. Ma sœur s'est interposée. Tu as toujours été la plus riche. On n'a pas le droit à un peu de luxe? Ryan prend la parole, gardant à peine sa voix calme. Le luxe? L'INSEE t'a donné plus de $10 000 par an. L'hypothèque, les charges, les courses, les frais de scolarité de Kevin, tout. Et alors? Hilary s'emporte. C'est ce que font les familles. Une famille? J'ai dit doucement. La famille prend soin des autres. La famille ne vous dit pas de mourir ou de guérir rapidement lorsque vous êtes dans un lit d'hôpital. La pièce est devenue silencieuse. Douglas pâlit visiblement. Hilary, c'est toi qui as dit ça? Il se tourne vers Hilary. Hilary ne sait plus où donner de la tête. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? J'insiste. Que vous vous êtes servi de moi pendant des années? Que tu as traité ma gentillesse comme si c'était ton droit? Que tu sois allé à Disney alors que je me battais pour ma vie après un accident de voiture? Douglas se couvre le visage des 2 mains.
Nous espérions juste que tu te rétablirais. Ne mentez pas. J'ai claqué ma main sur la table. J'ai vu tous tes messages sur les réseaux sociaux. Je sais exactement ce que tu faisais. Ma sœur s'est mise à pleurer. Mais maintenant, nous n'avons plus rien. Kevin, il ne grandira pas dans un foyer stable. Ce n'est pas ma faute, ai-je dit fermement. C'est le résultat de tes propres actions. Courtney est intervenu. Puis-je partager la proposition de l'INSEE? J'ai acquiescé. L'INSEE a exercé son droit de réclamer sa propriété, a commencé Courtney. Cependant, tous vos effets personnels ont été entreposés en toute sécurité et des dispositions peuvent être prises pour que vous puissiez les récupérer. De plus, les frais d'éducation et de subsistance de Kevin continueront d'être pris en charge par une agence tierce. Il n'y aura pas de contact direct. C'est tout. Douglas a l'air abasourdi. Et la maison? La pension alimentaire? C'est fini, ai-je dit calmement. Vous êtes des adultes, vous allez devoir reconstruire vos vies par vos propres moyens. Soudain, Hilary s'est levée et a commencé à marcher vers moi. Tu abandonnes ta famille? Tes parents? Ta sœur? Ton neveu? Ryan s'est mis devant moi. Ne fais pas un pas de plus. Hilary s'est arrêtée et m'a regardé droit dans les yeux. Quand es-tu devenue si froide? Je me suis mis à rire doucement. Froid. J'ai risqué ma vie pour sauver Kevin. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Un message me disant de mourir ou de me soigner rapidement. Puis des photos de tes vacances. Quand es-tu devenu si froid? Cette réunion est maintenant terminée, a annoncé Courtney. Les conditions de l'INSEE sont définitives. Kevin continuera à bénéficier d'un soutien. Les systèmes pour les adultes sont terminés. L'ordonnance restrictive reste en vigueur. Alors que nous nous apprêtions à partir, ma sœur m'a pris le bras. L'INSEE, sanglote-t-elle. Je l'ai regardé. Kevin n'a rien fait de mal, ai-je dit doucement. Je l'aime toujours. Et j'espère qu'il grandira et suivra un meilleur chemin. Mais toi, tu as fait tes choix. Puis je me suis tournée vers la porte. Ryan m'a pris la main et nous sommes sortis ensemble. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil en arrière, ils étaient tous les trois figés, abasourdis. C'était le dernier moment d'une longue histoire d'abus et de trahison. Point dehors, le soleil de printemps nous a accueillis. J'ai respiré profondément et, pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose s'échapper de ma poitrine, la liberté. Tu vas bien? Demanda Ryan avec douceur. Oui, ai-je répondu avec un sourire. Je pense que ça va aller maintenant. Après ce jour, la vie de mes parents et de ma sœur a radicalement changé. L'appartement qu'ils avaient réussi à louer n'avait rien à voir avec la maison spacieuse dans laquelle ils avaient vécu. Les murs étaient tachés d'humidité. Les tuyaux gémissaient. L'air froid s'infiltrait par les fissures des fenêtres. Douglas a finalement trouvé un travail de nuit dans un entrepôt local. Mais son salaire est loin de lui permettre de mener le même train de vie qu'avant. Sa fierté a été anéantie, la plupart du temps, il s'endort ivre. Hilary a pris un emploi de caissière au supermarché local. Ce même magasin où elle avait autrefois méprisé le personnel. Aujourd'hui, elle se tient debout dans un uniforme pendant des heures, les pieds endoloris. Les mains rugueuses à cause des produits de nettoyage agressifs. Des rides profondes se dessinent sur son visage. Tout est de sa faute, murmurait-elle souvent avec amertume. Ma sœur passait d'un emploi à l'autre. Serveuse dans un bar, représentante d'un centre d'appel, concierge. Elle travaillait tard dans la nuit et rentrait à la maison pour se disputer avec nos parents. Noël est arrivé, mais les décorations luxueuses et la montagne de cadeaux avaient disparu. Un sapin en plastique bon marché et quelques modestes cadeaux les remplaçaient. Kevin a souri et les a remerciés. Mais les visages des adultes étaient assombris par la défaite. Un soir, Kevin m'a appelé en secret. Je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé, me dit Kevin, la voix tremblante de larmes. Quand tu étais à l'hôpital, je savais ce que tout le monde faisait. Quand j'ai dit que je ne me sentais pas seule, c'est une mère qui me l'a fait dire. La vérité, c'est que tu m'as manqué tous les jours. Je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit, ai-je dit gentiment. Je sais, a-t-il murmuré. Et je sais que tu nous aides toujours.
J'ai toujours su que c'était toi. Nous avons parlé pendant un long moment. Kevin m'a raconté ce qu'était vraiment la vie à la maison. Les disputes constantes entre ses grands-parents, le stress financier, la pression qu'ils exerçaient sur lui pour qu'il soit l'espoir de la famille. Je lui ai donné l'adresse de mon appartement. Si quelque chose arrive, tu pourras toujours m'appeler. N'importe quand. Après cela, Kevin a commencé à me rendre visite discrètement, une fois par mois, parfois deux. Je chérissais chaque instant de ces visites. Pendant ce temps, la vie de mes parents et de mes sœurs continuait à s'effilocher. Les factures de cartes de crédit s'accumulaient. Les loyers étaient toujours en retard. Hilary s'écriait dans le noir. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Nous étions censés vivre mieux que cela. Douglas commence à s'en vouloir. J'aurais dû travailler plus dur, économiser davantage. Mais la seule chose qu'ils n'ont jamais dite, la chose la plus importante, c'est « je suis désolé ». Leur fierté était trop profonde, leur déni trop ancré pour admettre la vérité. Ils s'en étaient pris à eux-mêmes. Seul Kevin est allé de l'avant. Avec mon soutien et mes conseils discrets, il s'est concentré sur ses études, s'est inscrit à des activités extrascolaires et a commencé à rêver d'un avenir. 2 ans ont passé. Ma jambe est pratiquement guérie. Je ne marche plus qu'en boitant légèrement. Les médecins sont toujours étonnés de mon rétablissement. C'est alors qu'est arrivée la nouvelle la plus réjouissante, Ryan et moi attendons un bébé. Au fur et à mesure que mon ventre grossit, l'amertume du passé s'estompe. Mon cœur est rempli de quelque chose de nouveau, la vie, la famille. L'espoir. Je n'oublierai jamais ce que mes parents et ma sœur ont fait. Mais je ne vivrai pas non plus enchaînée à la haine. Et la date d'accouchement est proche. Bientôt, notre fille sera là. Et j'ai l'intention de l'élever dans un foyer rempli d'amour, de vérité, surtout, de respect mutuel. Car c'est ce que doit être une vraie famille. Et maintenant, je crois enfin que nous sommes en train d'en construire une.